Lundi 6 mars 2017, 13h dans les studios de la télévision nationale. Bonjour à toutes et à tous. Des femmes journalistes panafricaines célèbrent le 8 mars au Maroc. Au menu des rencontres, la découverte du royaume chérifren. La télévision nationale ORTB est présente à ce rendez-vous. La commercialisation de noix de cajou démarre pour le compte de l'année 2017. Le top départ a été lancé par les autorités du commerce et les acteurs de la filière. Après leur exploit à Madagascar, les écureuils boulistes s'activent pour le Master Pétanque Tour. Ils viennent d'achever leur mise au vert. Voilà pour le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de rester avec nous pour le développement. Puis on démarre avec Radio 2M et le comité parité diversité du groupe 2M qui organise le 8 mars prochain les Panafricaines, le premier forum des femmes journalistes en Afrique. Mais en prélude à l'événement, il est organisé une série de rencontres pour faire découvrir le Maroc à une centaine de femmes journalistes du continent. Plus de détails avec Rosemont Tchakbe et Jérôme Hungbo depuis Casablanca. Ces femmes journalistes du continent sont venues d'une vingtaine de pays. Sur l'initiative de Radio 2M et du comité parité et diversité du groupe 2M du Maroc, elles vont découvrir quelques attraits culturels et touristiques de ce royaume. Et c'est un prélude aux Panafricaines, le premier forum des femmes journalistes en Afrique. Nous vivons sur le même continent et nous avons probablement les mêmes préoccupations, mais nous ne le savons pas. Nous travaillons, nous, en tant que femmes journalistes, sur ce continent, mais on ne nous entend pas beaucoup. Toutes les femmes, autant que nous sommes, à l'occasion du 8 mars, on suit des événements, on va à des conférences de presse qui parlent justement du 8 mars, mais à quel moment, dites-moi, on entend parler des femmes? Quel événement est entièrement consacré à l'occasion du 8 mars à des femmes journalistes? Il n'y en a pas. La première destination des visiteuses est le groupe 2M, un complexe médiatique radiodiffusion et télévision créé le 4 mars 1989 et qui dit multiplier les actions pour garantir la parité. 2M, c'est probablement... on est quasiment à la parité en termes d'organisation. Plus de 40% des journalistes sont des femmes. Donc il y a une bonne représentation des femmes dans l'organisation. À mon goût, pas suffisamment dans le top management, mais j'espère qu'on va y remédier bientôt. Nous avons 2 femmes dans le comité de direction, ce n'est pas suffisant. Il faudrait plus de femmes responsables, mais nous avons beaucoup de rédactrices en chef, beaucoup de postes de responsabilité qui sont occupés par des femmes. C'est également beaucoup d'émissions qui sont présentées par des femmes, plus de 50%. On est probablement à plus de 30% de représentation des femmes expertes. Mais nous menons des initiatives pour qu'on arrive à la parité très rapidement, donc une bonne 2M force l'admiration des visiteuses. Ce groupe médiatique, autrefois privé, a basculé dans le public dans la seconde moitié des années 90, avec aujourd'hui 30% de l'audience nationale. C'est une très grande chaîne généraliste, c'est une très grande chaîne africaine, arabe, elle est diffusée aussi, enfin le journal est diffusé en amazigh, donc c'est une chaîne très importante dans le paysage audiovisuel africain, arabe et mondial aujourd'hui parce qu'on voit qu'il y a 2M monde, donc c'est un grand groupe avec une radio également, donc non, je suis ravie d'être ici et de découvrir les lieux. Je suis quasiment presque toutes les télévisions africaines francophones. J'ai pas dans mon souvenir l'impression d'avoir déjà vu un studio de cette taille. Ça veut dire qu'il y a énormément de moyens dans la logistique qui ont été mis. Et puis là, on vient de visiter la rédaction. Je trouve par rapport à la disposition que c'était un cadre qui est idéal aussi pour l'épanouissement du journalisme. D'autres découvertes sont au programme du séjour de ces 100 femmes journalistes africaines au Maroc. À l'instant, Jérôme Hungbo depuis Casablanca. Remise semaine dernière à Savalou. Là, on est au Bénin d'un important lot d'équipements aux femmes agricultrices de Savalou et Banté. Évalué à plus de 10 millions de francs CFA, ce matériel va contribuer à l'autonomie financière de ces femmes. C'est une initiative de l'Association nationale des femmes agricultrices du Bénin, soutenue par l'ONU Femmes. Gilles Dansou, NSTT pour le point.
Œuvrer pour la réduction de la pauvreté à travers la promotion de la gente féminine. L'ANAF Bénin, Association nationale des femmes agricultrices, en collaboration avec l'ONU Femmes du Fonds pour l'égalité, apporte des moyens de travail aux femmes de Banté et Savalou. Ces différents dons qui nous rassemblent aujourd'hui représentent pour nous une opportunité de professionnalisation de nos entreprises agricoles. Cela va permettre aux agricultrices de valoriser les nouvelles technologies de transformation afin de satisfaire la demande du marché, d'améliorer leurs revenus et lutter efficacement contre la pauvreté. Les maires des deux communes, Banté et Savalou, soutiennent cette action de développement. Je voudrais vous exhorter à mettre en valeur les équipements reçus afin de développer vos activités et vous servir de revenus pour en acquérir de plus grands biens. La réduction de l'écart entre les hommes et les femmes en matière de productivité agricole permettrait non seulement de renforcer la sécurité alimentaire, mais également d'accélérer la croissance inclusive. L'objectif est d'assurer une autonomie financière des femmes de Banté et de Savalou. Nous savons bien que ces quelques équipements ne sont qu'un maillon de la chaîne et que les besoins sont importants. Mais nous espérons que ces équipements, couplés avec l'accompagnement de l'ANAF, permettront réellement aux femmes de Savalou et de Banté de devenir des femmes financièrement autonomes, pleinement conscientes de leurs droits et de leurs capacités et qui seront à même d'appuyer l'ensemble de leur communauté. Un projet qui nourrit beaucoup d'ambition. Ce projet vise à renforcer les droits socio-économiques des femmes agricultrices au niveau des deux communes, à savoir Banté et Savalou. À travers ce renforcement, dans les mois à venir, les femmes qui sont impliquées dans ce projet verront leur situation améliorée. Les femmes ont désormais de quoi exercer leur activité génératrice de revenus en toute quiétude. Restons avec Gilles Dansou et Ernest Tétégou pour parler à présent du lancement officiel vendredi dernier à Glazoué de la campagne de commercialisation de noix de cajou. C'était en présence des autorités politico-administratives et les acteurs de la filière. Voici le compte rendu. La diversification agricole, un vœu cher au gouvernement du président Patrice Talon, approuve le lancement de la campagne de commercialisation de noix de cajou. Un coup de pouce pour encourager la production. Ce match qui se veut gagnant-gagnant doit se jouer avec le pur professionnalisme dans le strict respect de la loi, du marché, de ses règles, de l'autorité publique et de sa réglementation, puis de la cohésion du groupe au sein de l'interprofession de la filière ANACADRE, notre maison commune. Le ministère de l'Agriculture mesure l'enjeu de cette vaste campagne. Vous, en tant que producteur, vous devez vous mettre à l'œuvre pour augmenter les superficies afin que demain, nous ayons beaucoup plus de commerçants et que nous ayons plus de rentrées de devises lorsque nous allons exporter. Au niveau du ministère du Commerce, la vision est assez nette. S'il n'y a pas la production, il n'y a ni commercialisation, ni transformation, ni exportation. Il faut faire en sorte que les producteurs ne soient pas les perdants de ce grand match qui met aux prises offre et demande. Mais les offreurs, c'est les producteurs. Et si on ne leur garantit pas un minimum, nous n'aurons pas permis à la filière de s'épanouir. L'équité, la loyauté des transactions, chercher le profit tout en sauvegardant la filière. Une séance de dégustation a mis un terme à cette cérémonie avec la présentation du jus d'anacarde. Il y a un mythe qui entoure la consommation de ce produit-là. On dit que lorsque vous prenez le jus de pomme de cajou et que vous prenez du lait à côté ou bien vous prenez du yaourt, vous avez la colique ou bien vous pouvez en mourir, ce qui est totalement faux. Donc on a voulu démystifier ça. Et partant de là, donc faire la promotion de la consommation de ce produit-là. La production locale pour de bons résultats. Sur près de 5000 km², la basse et moyenne vallée de l'Ouémé présente des atouts agricoles importants.
pour le Bénin, mais elle est très peu exploitée. Le gouvernement en fait un projet phare inscrit au PAG. Dans ce magazine de Jérôme Hungbo et Alexis Segbemon, on lève un coin de voile sur quelques opportunités offertes. La basse et moyenne vallée de l'Ouémé s'étend sur une superficie de près de 5000 km² et couvre 15 communes réparties sur 3 départements, l'Ouémé, le Zou et l'Atlantique. Sa mise en valeur est un projet phare du gouvernement inscrit au programme d'action à l'horizon 2021. La basse et moyenne vallée de l'Ouémé a l'avantage que chaque année, il y a un processus naturel de renouvellement des nutriments, des minéraux au niveau donc de cet espace-là, du fait des processus de drainage, etc., d'inondation, et qui entretient de façon presque continue cette fertilité. Et l'autre élément, nous avons aujourd'hui fait des choix de mettre l'accent sur un certain nombre de cultures. Le riz, le maraîchage, le maïs. La basse moyenne vallée de l'Ouémé peut nous aider très vite à atteindre ces objectifs quand ce sera bien aménagé avec une bonne maîtrise de l'eau. Ça nous permet d'aller à pas de géant pour atteindre les objectifs du PAG. Ici, le long du fleuve Ouémé, la terre est très fertile, mais moins de 30% des plus de 70 000 hectares de terres cultivables sont exploités. Au sud du département du Zou, la commune de Ouenri jouit d'un atout particulier. Cette commune est traversée par le fleuve Ouémé sur près de 45 km. Et cela offre une grande possibilité agricole et ça fait même que, même à la décrue, disons en saison sèche, ces populations-là ont la possibilité de mettre les cultures de contre-saison. Frontalière à Ouenri, la commune de Bonou dispose d'une vaste palmeraie. Avec environ 450 000 habitants, l'on y cultive le maïs, le manioc, les produits maraîchers, etc. mais à une faible échelle, faute de main-d'œuvre. Aujourd'hui, nous n'avons plus la main-d'œuvre locale. Les jeunes de Bonou, il y a beaucoup qui sont à Cotonou, ils font Zémidjan. Et une grande partie aussi va au Nigeria. Et aujourd'hui, il n'y a plus la main-d'œuvre locale. Donc nous souhaitons que le gouvernement aille vers nous, parce que nous avons des terres. Nous avons suffisamment de terres pour produire le manioc, le maïs, la patate douce, le piment, la tomate, tout ce que vous voulez. Mais il nous faut la mécanisation de l'agriculture, c'est-à-dire nous trouver des engins pour que l'agriculture soit vraiment une réalité de développement dans notre commune. À côté du vaste marché économique que constitue le Nigeria, nous sommes à Semekodji. La culture de la canne à sucre et le maraîchage y sont fortement pratiqués. Mais les producteurs sont confrontés à un souci permanent, la question foncière. Ceux qui sont installés sur la zone que le port va empiéter, leur situation a été étudiée et sera pris en compte. Pris en compte du point de vue s'il est question de les reloger, de les réinstaller à un endroit propice, et la mairie est en pour ça. Pour les cultures qui vont être obligées d'enlever, d'abandonner pour que le port puisse s'installer. Projet phare du gouvernement, la valorisation de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé prend en compte les secteurs agricoles et autres pour plus de 100 milliards de francs CFA. C'est un programme que nous on attendait depuis fort longtemps. Ce que nous demandons au gouvernement de Patrice Talon, c'est de tout faire, de suivre ce programme. Il ne faut pas qu'on nous dise seulement qu'il y a le projet qui arrive et de ne pas suivre. C'est aborder l'ensemble des domaines qui pourront permettre de relever le niveau économique. Nous avons déjà pris l'engagement au sein du conseil communal de Ouenri de vulgariser ce programme-là à travers tous les arrondissements, donc prendre en compte toutes les populations de la commune de Ouenri, leur faire comprendre le bien fondé de ce programme-là et demander leur adhésion. L'enjeu du PAG est la création d'emplois pour garantir un mieux-être aux populations. Il y a beaucoup d'actions pour lesquelles, quand on évalue à la fin, on réalise qu'on est très loin, moyennement loin ou très peu loin de l'objectif initial. Parfois aussi, on dépasse l'objectif qui est visé et donc, naturellement, il y aura toujours des gaps. L'idéal, c'est de faire en sorte que ces gaps par rapport aux résultats escomptés soient le plus réduits possible. Et donc, je crois que nous avons des raisons. Conjuguons nos esprits, communions pour donner les meilleures chances possibles à la mise en œuvre.
Aujourd'hui, dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé en République du Bénin, deuxième vallée plus riche après celle du Nil en Égypte, le secteur tertiaire est encore de type traditionnel, familial et confronté à des difficultés d'enclavement, d'approvisionnement en intrants et d'accès aux zones de production. Un défi que le gouvernement se propose de relever. L'autre défi que l'on doit relever, c'est celle de la gestion des ordures dans nos villes. La gestion des ordures dans nos villes demeure donc un véritable problème. Les collectivités locales en charge des déchets sont souvent débordées. Conséquence, l'insalubrité est de plus en plus grandissante. À Cotonou, les autorités municipales sont en quête de solutions à cette situation en faisant recours à l'État central. Plus de précisions avec William Tchouki et Awa Sherif. Des moyens rudimentaires utilisés pour la précollecte des ordures ménagères. Ici, ce n'est pas la décharge finale, mais l'un des 13 points de regroupement des déchets solides ménagers dont dispose la ville de Cotonou. Une montagne de tas d'immondices qui attend d'être convoyée vers le site d'enfouissement. Cotonou produit environ 800 tonnes de déchets par jour. Et avec les moyens dont dispose la mairie, ce n'est pas suffisant. Il faut organiser les structures. Ce qui se passe dans la ville de Cotonou, où les ordures sont jetées un peu partout au niveau des TPC, ce n'est pas du tout bien. Nous sommes les ONG. La mairie nous concède la précollecte. Avec les entreprises, il s'agit de l'enlèvement des points de regroupement vers le lieu sanitaire, qui est à Ouida. Donc c'est la mairie qui organise tout. La loi sur la décentralisation confère aux collectivités la gestion des déchets ménagers. Mais elle se retrouve pour la plupart essoufflée à cause d'une mauvaise organisation et aussi de l'incivisme de certaines populations. Le code d'hygiène publique prévoit un certain nombre de choses, un certain nombre d'interdictions, un certain nombre de comportements que le citoyen doit avoir dans une ville. Convenez avec nous que la mairie n'a pas tous les leviers en main pour réprimander toutes ces personnes qui, disons, ont de ces comportements inciviques. La police municipale, c'est une police administrative qui ne travaille pas de nuit. Jusqu'à 18h, la police municipale ne travaille plus. Or, si vous voyez un peu à quelle fréquence et comment les déchets sont déposés, vous allez constater que c'est notamment que ces personnes-là viennent déposer les ordures sur les voies. La gestion des ordures ménagères demeure un véritable problème dans nos villes. Mais le gouvernement ne reste pas les bras croisés. À travers le PUGEMU, les autorités entendent moderniser le secteur avec des retombées économiques. Les déchets, au lieu d'être un défi pour les mairies, peuvent devenir des opportunités à saisir. À travers le recyclage, on peut faire beaucoup de choses. À travers la production de biogaz, on peut faire beaucoup de choses. Et même à travers la collecte des ferrailles. Parce que dans les ferrailles, vous allez retrouver donc le fer, mais vous allez retrouver d'autres métaux qui sont des métaux précieux que vous pouvez donc valoriser. Par exemple, le cuivre, l'aluminium, le palladium. Donc, c'est des métaux qui se retrouvent, qui sont des métaux très précieux qu'on retrouve dans nos déchets que nos mairies peuvent utiliser. L'État a commencé à identifier des zones pilotes. Des zones pilotes où nous avons réalisé, le gouvernement a réalisé la caractérisation des déchets. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire avant de proposer une gestion des déchets, avant de proposer soit une valorisation, une élimination, il faut savoir ce que les gens produisent. Pour savoir ce que les gens produisent, l'État a procédé à la caractérisation. Donc, l'État connaît aujourd'hui par catégorie les déchets qui sont produits dans ces zones. Tirer le meilleur profit de la gestion des ordures, c'est l'autre champ de bataille des autorités. En témoigne la mise en œuvre du système d'asphaltage sur le territoire du Grand Popo, une initiative pour assainir notre environnement. Un atelier de validation des procédures communales de formalisation des transactions foncières et domaniales et en harmonie donc avec les dispositions du code foncier a eu lieu ce vendredi à Azové. Il s'agit pour les communes du Mounou et du Koufo de relever le défi de la sécurisation foncière au Bénin. Et que retenir de cette rencontre qui a réuni les maires et les chefs services des affaires domaniales et foncières, des juristes et autres représentants de la commune du Mounou et du Koufo. Henri Fachina pour le compte rendu.
Les anciennes pratiques dans les transactions foncières au Bénin vont définitivement disparaître des habitudes à partir du 13 août 2018. Et pour se conformer au code foncier en vigueur, une formalisation des actes de transaction a été proposée par les chefs services des affaires foncières et domaniales des mairies du Mono et du Koufo. Cet atelier a donc permis d'améliorer les propositions de formalisation des actes de transaction foncière. Je crois que c'est avec une grande satisfaction que nous sommes en train de finir cet atelier. Les outils qu'on peut utiliser aujourd'hui jusqu'au registre ont été validés. Il y a eu des corrections que nous avons apportées. Nous avons réussi à passer en revue les différents outils, tant par rapport à la vente, par rapport à la location, par rapport à l'association. On a passé en revue un certain nombre d'outils et il y avait au cours de cet atelier-là des personnes ressources suffisamment compétentes qui nous ont permis, une fois encore, de mieux pénétrer les dispositions du code foncier domanial. Nous sommes attelés et nous avons aidé ou contribué à l'élaboration des actes de transaction portant sur des opérations de présumés propriétaires. Nous avons également élaboré des actes sur les droits d'usage, mais les droits qui se portent sur des présumés ou des droits présomptifs de propriété. Il a aussi fallu le soutien technique et financier de la VNG internationale à travers son projet d'appui au foncier local. C'est pour nous un motif de grande satisfaction. Satisfaction et puis aussi de voir les communes apaisées. Parce qu'il s'agit pour nous d'aider, d'accompagner les communes à mettre en place des outils et les modalités de mise en œuvre de ces outils de formalisation des transactions foncières au niveau des communes. Ces outils seront mis à la disposition des populations et municipalités béninoises dans les prochains mois pour une meilleure applicabilité du code foncier béninois. Plusieurs centaines de casiers remplis de produits de la Sobebra renversés sur les pavés. L'incident s'est produit à Vodje hier aux environs de 14 heures. Un des wagons du train n'a certainement pas pu supporter le poids du chargement. Les témoins parlent de près de 1800 casiers endommagés. William Choki. Ces images, ce n'est pas une fiction, mais une réalité prise fortuitement par nos caméras. De la bière qui coule à flot. L'incident s'est produit dans l'après-midi de ce dimanche à Vodje. Un train chargé des produits de la Sobebra a vu l'un de ses wagons céder. La plateforme servant de rétention du chargement n'a pu supporter le poids. Les témoins parlent de 1800 casiers brisés. Les responsables de la Sobebra ont dépêché sur les lieux leurs éléments, nettoyé les pavés, gavé de boissons et de tessons de bouteilles. Les forces de l'ordre étaient aussi là pour quadriller les élans des populations riveraines. Une petite note politique à présent avec l'évaluation des travaux des comités de travail de l'Union fait la nation. Les militants de ce mouvement politique se sont retrouvés à Ouida le samedi dernier pour partager les résultats des travaux des groupes ad hoc. Rebecca Kenjaounde et Koudou Saboulaye pour le reportage. La présidente de la commission santé expose le fruit des réflexions de son groupe de travail. Les réformes proposées sont présentées en 11 points, notamment la création d'un Conseil national de la santé placé sous tutelle du chef de l'État et composé de personnalités scientifiques et politiques représentant l'offre, la demande et le financement en matière de soins de santé, la déconcentration de la gestion des ressources du secteur et le développement de la médecine traditionnelle, des réformes pour améliorer le système sanitaire béninois. Il s'est agi d'apprécier le système de santé de notre pays, d'identifier les problèmes, d'analyser leurs causes et enfin de proposer des ressources, des réformes efficaces susceptibles de corriger ces problèmes identifiés et d'améliorer le système. Autre restitution à faire aux militants, les réflexions menées sur le rapport de la commission relative à la réforme constitutionnelle. Notre point de vue est que c'est une constitution solide, mais qui n'est pas parfaite et qui mérite, sur un certain nombre de plans, des ajustements.
ce que nous faisons a pour objet de réunir progressivement les éléments qu'il faut pour l'élaboration du programme politique de l'Union fait la Nation. 24 heures d'échange entre militants de l'Union faire la Nation pour recueillir les différentes propositions afin d'aboutir à une démarche claire de l'Union. Religion, célébration ce dimanche à l'église catholique de Savalou du jubilé d'argent sacerdotal du révérend père Bertin Viwanyi. C'est à travers un culte d'action de grâce. Gilles Danso pour le point. Dieu soit loué dans toute sa grandeur. Ici, à l'église catholique Notre-Dame de l'Assomption du Savalou, on célèbre le jubilé d'argent sacerdotal du révérend père Bertin Viwanyi. L'homélie enseigne davantage sur l'amour et la vérité. Il faut un ordre et une rigueur dans l'attachement au bien. Ne pas se laisser aller à la négligence. Ou quand de faux amis nous entraînent, ne pas se laisser aller à l'insouciance. Tout cela, ça tue notre peuple. Il faut éviter le camouflage. Aimer la vérité même quand elle nous coûte. Des instants de louange et de témoignage. 21 décembre 1991. Ma famille devrait enregistrer le décès de ma grand-sœur aînée d'Adeline par mort ratée dans le train en provenance de Parapo. Et c'est ce jour que notre maman était à l'ordination du père Viwanyi Bertin. Beaucoup sont morts dans cet accident, mais notre sœur est sortie indemne. L'heureux du jour exprime sa fierté. Je dirais que je suis heureux d'être prêtre. Vous avez entendu, je suis du diocèse de Kanli. Et j'exerce mon ministère dans Kanli et je suis très heureux d'être au nord. Mais tout en étant au nord, je suis fier d'être de Savalou. Et donc je suis venu chez moi. Et je crois que c'est une occasion pour inviter mes jeunes frères à persévérer dans la voie du sacerdoce, ceux qui y sont déjà et ceux qui se préparent à y venir. Tout est à base d'efforts. Et lorsqu'on fait effort et on persévère, on y arrive toujours. La récompense est donc au bout de l'effort. Sport pour finir, en route pour le Master de pétanque de Tours. L'équipe nationale de pétanque était en mise au vert au stade de l'Amitié. La rencontre a regroupé du 1er au 4 mars 2017 les 4 internationaux vice-champions du monde 2016. Hospice Métoli. Une mise au vert de 3 jours pour régler les derniers automatismes avant de s'envoler pour le Master Quarterback à Tours en France. Thierry Babagoto, le sélectionneur national, et le directeur technique national, Guy Tronou, ont mis à profit ces quelques jours pour travailler spécifiquement chez les écureuils vice-champions du monde 2016, ce qu'ils estiment être aujourd'hui le seul point faible de la sélection nationale. Nos joueurs sont très bons à emporter, mais en demi-donnée, nous avons un peu de lacunes. Donc nous avons beaucoup travaillé sur ça. Ronald Botré, Ligali Latediou et Marcel Biot constitueront la triplette qui représentera le Bénin à ce Master de Tours. Invité à Tours au même titre que les Malgaches champions du monde 2016, la France, meilleure nation au monde de pétanque, l'Italie et la Thaïlande, le Bénin vice-champion du monde 2016, est conscient que la tâche ne sera pas facile. L'invitation qu'on a reçue, je peux dire que c'est une invitation de revanche parce qu'on a pu gagner plusieurs équipes et on a perdu contre le Madagascar. Donc on attend faire la revanche contre le Madagascar et les autres pays attendent faire la revanche contre nous. Donc on ne doit pas se laisser faire pour cette expédition. Cette fois de Marcel Biot, meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde organisée à Madagascar, l'équipe dirigeante de la Fédération béninoise de pétanque la partage. Je crois que cette compétition est encore une compétition d'exhibition qui prouvera encore ce que valent nos vice-champions du monde. Du 6 au 12 mars prochain, les écureuils boulistes devront confirmer au Master de Tours leur statut de nouvelle puissance montante de la pétanque mondiale. Mission difficile, mais pas impossible. Et c'est tout pour le 13h de ce jour. Merci à toutes et à tous pour votre très aimable attention. Très bonne suite de journée en compagnie des programmes de la télévision nationale.